L'objectif de la visio aujourd'hui, c'est de faire un petit tour de présentation de la situation des filières bio, en laissant la parole avec les différents opérateurs économiques de producteurs bio. Donc, on a Grégoire Rouillère pour ProBiolore, Séverine Gabriac, Frédéric Pierron pour une Biolay, Florine Denobué pour Unebio, et on a Ludovic Lay de Solibio qui prendra la parole également pour Manger Bio en Champagne-Ardenne et Paysans Bio Lorrain. Donc, si ça vous va, on prendra chaque filière l'une après l'autre avec un petit temps de présentation, puis on vous laissera un temps pour pouvoir poser vos questions aux intervenants. Vous pouvez sans souci poser des questions dans le chat. Chloé, ma collègue, sera là pour les prendre en note, éventuellement y répondre si elle a déjà des éléments de réponse à vous apporter. Et ensuite, on fera tourner la parole. Je vais juste rapidement partager mon écran pour vous faire une toute petite introduction par rapport à cette visio. C'est une seule diapositive, mais pour faire une vue d'ensemble un petit peu du marché bio français. C'est vrai que depuis quelques années, on a un marché qui est un peu morose. Et on peut noter pour le premier semestre 2025, pour la première fois, on a une reprise avec une progression. Donc ça, c'est positif. Après, on peut quand même distinguer des performances qui sont différentes en fonction des circuits de distribution. La vente directe, j'ai envie de dire, c'est toujours porté bien, donc elle continue de bien se porter. Par contre, en 2024, on avait commencé à ressentir un premier frémissement au niveau des magasins spécialisés qui se confirme et qui se poursuit sur 2025. Et pour la grande distribution, on commence à avoir une stabilité, voire une légère progression. Donc, c'est des premiers signaux, vraiment, tout premiers signaux, qui sont quand même un petit peu positifs. Et donc là, maintenant, on va parler filière par filière pour faire un focus. Donc, je vais laisser la parole à Grégoire pour ProBiolore. Et du coup, je te laisse partager ton écran pour les diapos. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de faire votre connaissance. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Grégoire Rouillère. J'ai pris la direction de la coopérative ProBiolore il y a une petite année maintenant. Je salue quelques personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer par divers moyens, ainsi que Étienne, me semble-t-il, voilà, adhérent à la coopérative. Je vois peut-être pas tous les noms. Excusez-moi pour ceux que je n'aurais pas cités. Mais en deux mots, je vais tenter donc à la fois de vous représenter très très rapidement ce qu'est ProBiolore aujourd'hui et puis vous donner voilà, notre avis sur le moral de la filière au niveau céréales. Voilà, ça n'engage que ProBiolore au plus long. ProBiolore, en quelques mots et en 5 diapositives, et je lance mon partage d'écran en même temps, c'est, et vous m'arrêterez si tout arrive, c'est. Est-ce qu'on y est? Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, la coopérative ProBiolore, donc créée en 91, aujourd'hui, ProBiolore est une coopérative de collecte de céréales. Voilà, tout ce qui passe dans une moissonneuse-batteuse, grosso modo, ça fait une cinquantaine de produits par an. On frôle les 30 000 tonnes de collecte cette année, qui serait l'année record, due à une météo particulièrement clémente pour les céréales en Lorraine. La stratégie de la COP, depuis le début, repose sur un développement de stockage en ferme via des fermes relais, donc 8 exactement et non pas 6 comme indiqué, plus un silo récemment ouvert sur la commune de Vesdiz dans le 54 pour continuer les activités de triage, stockage et mise aux normes. On a à peu près 300 adhérents et 200 associés coopérateurs livreurs annuellement. On est plutôt une vingtaine de salariés. Et la gouvernance de la coopérative, elle revient pleinement donc à l'ensemble des producteurs. Notre vision de la bio, elle est simple, elle est de continuer de créer, de soutenir l'ensemble des filières 100% bio au demeurant. Si on peut faire à plusieurs plutôt que de phagocyter et de prendre la place, on ne s'en privera pas. Le partenariat fait partie de la culture de l'entreprise et de la coopérative. On a le souci de valoriser équitablement, de façon labellisée ou non, mais l'ensemble des productions à l'échelle locale. On a bon nombre d'associés coopérateurs, polyculteurs, éleveurs aussi, et on essaye de favoriser au maximum l'autonomie des fermes via des échanges entre les uns et les autres, sans oublier
les valeurs environnementales particulièrement fortes à ne pas oublier. La coopérative, elle est créée certes en 91, mais la première réalisation, pour vous donner un petit peu l'image l'image que les administrateurs de l'époque en avaient, le premier investissement en propre n'a pas été un silo pour le grain, mais une fabrique d'aliments à travers Estalibio. C'est quand même une réalisation plutôt emblématique et je trouve, moi, qui en dit long sur la vision qu'avait à l'époque et qui est toujours partagée de la complémentarité entre les filières animales et céréalières. Je pense qu'il n'y a pas de bio sans animaux, ou en tout cas, ça pourrait être encore plus compliqué si toutes ces filières que vous allez présenter juste après n'étaient pas en place, qui permettent donc de valoriser l'ensemble des productions à l'échelle de systèmes diversifiés. Je ne vais pas vous refaire l'historique, on est arrivé jusqu'à Vézelise dans les années 2020 en gros, on pourra en parler dans les questions qui viendront après, mais la particularité voilà, de Probiolor, c'est aujourd'hui de siéger au sein d'une union qui s'appelle Ferme Bio, et donc Ferme Bio regroupe trois coopératives que sont Biocer, voilà, Cosebi, Probiolor, qui ont pour point commun d'être des coopératives 100% bio, chacune sur leur territoire. Probiolor dans le Grand Est, on va dire, Cosebi en Bourgogne, Biocer en Normandie. Ce qui fait de Ferme Bio le premier metteur en marché au niveau national, devant d'autres conglomérats, soit de coopératives, soit de négoces, soit de privés. Mais aujourd'hui, la mise en marché, elle reste quand même atomisée, puisque au niveau français, même si Ferme Bio est sur la première marche du podium, elle ne représente que 10 à 12% de l'ensemble des flux liés aux grandes cultures, en termes de mise en marché, encore une fois. Ça représente à peu près 90 000 tonnes quand l'année est correcte. On descend vite à 50 000 ou en dessous, eh bien, proportionnellement aux conditions météorologiques favorables ou défavorables. C'est vrai que l'année record pour la coopérative pourrait être l'année 2025, avec 30 000 tonnes, lorsque nous étions à quasiment 2 fois moins l'an passé, suite à l'année 2024, que l'on a tous, je pense, envie d'oublier le plus vite possible en termes d'impact à tous les niveaux. Et pour terminer, la coopérative aujourd'hui, elle reste résolument tournée vers l'avenir, malgré un ralentissement, un coup de frein sur l'ensemble des filières, peut-être par rapport aussi au fait d'avoir été habitué à des croissances phénoménales, les années 2010-2020, des croissances à 2 chiffres, c'est vrai qui sonnent tout autrement lorsque le marché se replie, comme ce qui est le cas depuis la période 2020-2025 pour faire large, quoi, avec des hauts et des bas. Vous l'avez dit en introduction, la tendance tend à être stabilisée, c'est-à-dire après une forte croissance, grosse dégringolade, un rééquilibrage au niveau du marché. Ce que j'écrivais dans le rapport d'activité qui paraîtra prochainement aussi, c'est que euh, malgré le fait que la collecte 2024 soit nettement déficitaire, on arrive avec une 2025, elle a permis pardon, d'absorber de bons reports de stock qui étaient un problème à cette époque-là. La 2025 rajoute de la marchandise sur un marché aujourd'hui qui peine encore à retrouver le bon équilibre pour retrouver les prix d'antan. Malheureusement, on tend vers peut-être la fin des difficultés, mais on n'en est pas encore tout à fait sorti, comme peuvent en témoigner tout simplement les prix de mise en marché tels qu'on peut les pratiquer. Ce qui nous empêche absolument pas de continuer à croire en l'avenir, avec un marché qui de toute façon finira par s'équilibrer. Il y a l'effet des conversions, même si au niveau environnemental, c'est absolument pas une bonne nouvelle. Ça aura peut-être au moins le mérite de rééquilibrer et d'assainir quelque part ce marché, voilà, qui peine à trouver son fameux point d'équilibre, encore une fois, ce qui permet à la coopérative aujourd'hui, eh bien, d'annoncer un message positif, je pense, vis-à-vis de futurs producteurs, alors soit déjà en bio, soit de continuer peut-être à susciter des conversions, si on peut encore parler euh, ce, de ce tremplin vers l'agriculture bio aujourd'hui. En tout cas, nous, on l'espère. Probiolor continue de recruter. On cherche des personnes
qui sont avant tout attachés au sens du collectif et qui partagent justement l'intérêt de développer des filières à plusieurs et non pas seuls. Que vous soyez stocker ou non, Probiolor a des solutions à vous proposer. On dispose d'installations qui permettent aujourd'hui de collecter directement à la moisson, mais pas que. Et si vous êtes stocker, eh bien encore mieux, puisque voilà, on peut, et vous l'avez compris, vous inclure dans la stratégie de collecte et de stockage de la coopérative, en ferme relais ou non, hein, c'est pas forcément une obligation, évidemment. Et rejoignez-nous voilà, sur l'activité collecte comme sur l'activité appro au sens large, sans tabou, autour de l'alimentation animale, puisque on a parlé des stalles bio très rapidement. On est également à l'origine de l'émergence du groupement Les Bio sortent de l'œuf, qui est une filière aujourd'hui, pareil, en plein développement. On cherche des œufs bio, on cherche des œufs bio porteurs de sens avec le label bioéquitable en France qui pourrait voir, qui est en déficit de production. Voilà, donc il y a Biocop derrière, il y a des filières déjà en place. Lancez-vous, rejoignez-nous, appelez-nous pour en parler et pour contribuer durablement à l'ensemble du développement des filières en partenariat avec nos collègues des filières animales ici représentées. Voilà. Merci. Je propose peut-être qu'on arrête le partage d'écran, comme ça me permettra de mieux voir qui souhaite éventuellement prendre la parole et poser des questions ou réagir. Je vous invite à lever la main avec la petite option. Oui, Patricia. Peut-être te présenter avant de prendre la parole. Oui, bonjour, Patricia Euzé, donc je suis salariée à Bio en Grand Est et je travaille avec le groupement Bio de Moselle. Je crois que le message était clair, mais pendant un moment, il m'a semblé que ProBiolore était plus trop à la recherche, peut-être à ce moment justement où il y avait beaucoup de production, n'était plus trop à la recherche de nouveaux adhérents ou d'apporteurs. Donc aujourd'hui, on fait des journées sur les fermes, dans le cadre du mois de la bio par exemple, on peut clairement dire que vous cherchez davantage de céréales aujourd'hui. Chercher des nouvelles, enfin, des adhérents avec des valeurs, etc. J'ai bien compris, mais c'est clairement un message qu'on peut porter. Des valeurs et des céréales, effectivement. Voilà. Ok, merci. Sophie? Oui, bonjour à tous, Sophie Ratier, je travaille à la Chambre d'agriculture régionale Grand Est. Euh, donc le message est bien clair hein, sur le développement de la bio. Moi, ma question, c'est comment on peut donner envie à des conventionnels aujourd'hui enfin, donner envie, c'est pas le bon terme, donner confiance aux conventionnels de passer en bio. Quels arguments on peut leur présenter pour enfin, leur dire que le marché, on voit des signes de reprise. C'est pas encore, voilà, c'est des premiers signes de reprise, c'est très encourageant et ça fait du bien. Mais voilà, comment on peut, les prix sont pas, voilà, on l'a dit, hein, les prix reviennent pas avec une hausse extraordinaire, on retrouve pas les niveaux des années qu'on a connues. Alors voilà, comment on peut euh, donner confiance, je sais pas, peut-être je m'exprime pas trop bien, mais donner confiance aux conventionnels, de leur dire si, c'est le bon moment. Quels arguments on peut avancer en fait? C'est un peu ça ma question. Parce que c'est pas facile, je trouve, ouais, de leur donner confiance aujourd'hui. Parce que le conventionnel donne davantage confiance, d'après vous? Non, mais c'est pas ma question, ça. Non, mais Mais aujourd'hui, ils sont en conventionnel, donc ça, c'est une situation qu'ils connaissent. Et dans un changement, il faut qu'il y ait il y a toujours de la résistance au changement. Donc voilà, faut que ils soient rassurés d'aller vers quelque chose. Enfin, il faut qu'ils aillent vers quelque chose qui les rassure. Donc c'est ma question, elle est est-ce que le bio, comment on peut les rassurer d'aller vers le bio? je pense que il va C'est pas falloir une repenser question, notre. c'est vraiment pas une question piège. Moi, c'est ma vraie, enfin, j'ai une vraie préoccupation autour
Là, on voit que les marchés reprennent. Il faudrait que les conversions elles soient aujourd'hui. Et c'est vraiment pas une question piège. C'est une question pour qu'on puisse être armé quand on est auprès des agriculteurs conventionnels et qu'on puisse leur dire si, si, c'est le bon moment d'y aller. Donc, moi, je cherche. C'est une question que je pose très régulièrement. C'est une problématique que j'amène régulièrement pour avoir des arguments et puis essayer qu'on soit nourri de ces arguments-là voilà, pour qu'il y ait une vraie confiance qui revienne sur le terrain. Parce que moi j'ai la conviction que c'est aujourd'hui que les conversions pour que voilà, on ait du volume dans 2-3 ans et qu'on connaisse pas une période de manque de volume. Mais voilà, enfin, comment on peut redonner confiance, quoi. Je pense que le sujet est vaste aussi. J'ai accompagné, moi, pendant 10 ans, dans une vie précédente, aussi les conversions. Donc, les arguments principaux à l'époque, il n'y avait pas de sujet au niveau des prix. Il y avait un différentiel tel et une régularité très nette en faveur de la bio versus le conventionnel. Et les documents de Patricia aussi peuvent en attester, qui est présente aussi ici. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. C'est ce différentiel. Alors, je pense que l'argument, il tient toujours. Moi, j'accentuerais vraiment sur des systèmes quand même résilients. On a des filières en place qui vont peiner à être approvisionnées, qu'on le veuille ou non. On manque quand même, alors on déplaise aux uns et aux autres, mais globalement, la viande va devenir et commence en phase d'être un produit de luxe. On manque des œufs, d'œufs, je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau du lait, c'est quand même aussi en dents de scie, en céréales. On n'y échappera pas. Voilà, donc je pense que la bio a de beaux jours devant elle, même si les arguments à utiliser devront être différents que ceux utilisés précédemment. Et je pense que la bio reste un ensemble de filières qui permet avant tout de maîtriser ses charges. Avant d'envisager un revenu minimum ou d'avoir des prix garantis, on est quand même garant au maximum de ça avec une somme d'aléas, il faut faire attention. La bio a au moins le mérite, en fait, de par un repositionnement système global, une complémentarité, eh bien, de se poser clairement la question sur du coût de mise en production par rapport qui est quand même plus stable qu'au minimum en conventionnel, et c'est ce qu'on entend, hein. Les derniers convertis aujourd'hui avec du lait à 150 euros et une année moyenne, on entend malheureusement, je pense pas que ça boucle plus que ça aussi, quoi. Donc vraiment attention, mais c'est pas parce qu'on a le vent un peu moins favorable qu'il ne l'est pas. Et puis sans oublier bah, évidemment toutes les considérations environnementales qui aujourd'hui ne sont plus forcément citées. C'est vrai que le cycle est plutôt défavorable, mais il l'a été très fortement sur les 10 dernières années. Euh, on est convaincu que ça va revenir, c'est une histoire de boucle tout simplement. Mais effectivement, la question de l'argumentaire aujourd'hui, il reste à retravailler, puisque les fondamentaux d'avant se vérifient un petit peu moins. Alors, JC Frison, je ne sais pas si c'est Jean-Claude ou Jean-Charles. Alors, perdu, c'était Jean-Christophe. Ah, dommage. Bonjour. Alors, moi, je suis céréalier conventionnel. Ça fait 3 ans que je suis installé. Et on m'a envoyé ce lien, puisqu'effectivement, j'avais contacté le GAB Meuse en faisant part de mon intérêt pour une conversion. En tout cas, j'y réfléchis. Alors, effectivement, il y a le problème du blé à 150 euros la tonne en conventionnel, mais il y a surtout actuellement chez nous le prix des intrants, notamment des engrais qui sont vraiment stratosphériques. Enfin, on n'a jamais vu ça, en tout cas moi, en tout cas. Les problèmes météo, bon, bah ça, qu'on soit bio ou conventionnel, on a été touché. 2024 n'a pas été une bonne année pour moi non plus en conventionnel. Et moi, pour ma part, effectivement, ce qui m'inquiète, c'est le coût de la conversion. Voilà, moi, je suis jeune installé, j'ai fait 4 moissons. Je me dis que pour passer en bio, en plus des classiques achats de matériel de désherbage mécanique, il va falloir investir dans des silos, dans des unités de tri. Donc moi, en fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai racheté une ferme il y a quelques années. Moi, j'ai envie de me convertir à la bio pour des raisons environnementales, même si effectivement, ça a été dit, ça a peut-être moins le vent en poupe qu'il y a quelques années, mais aussi pour d'autres valeurs quoi, qui sont liées à cette production. Mais voilà, clairement, le coût de l'investissement fait peur. Alors effectivement, moi, je découvre l'existence de fermes relais. Mais voilà, moi, c'est cet aspect coût de la conversion qui m'inquiète, la suppression enfin, le fait qu'il n'y ait plus d'aide au maintien. Donc voilà, j'aurais aimé avoir un peu un retour s'il y a des agriculteurs bio, peut-être depuis peu ou depuis plusieurs années, connaître un peu leur avis,
Est-ce qu'il existe des accompagnements? Est-ce que c'est la chambre? Est-ce que c'est Bio Grand Est? Est-ce que c'est Probiolore ou d'autres? Enfin voilà, je me pose des questions un peu sur le cheminement qu'il faudrait que je fasse et si on pouvait un peu lever mes craintes ou en tout cas y répondre. Alors, pour répondre sur l'accompagnement, effectivement, ça peut être la Chambre d'agriculture ou le réseau Bio en Grand Est ou un accompagnement combiné. C'est, j'ai envie de dire, à vous de choisir. Mais on peut effectivement venir vous voir. Vous pouvez également solliciter et rencontrer les opérateurs économiques, les opérateurs de filière. Je pense que Grégoire rebondira hein, s'il y a besoin qu'il y ait quelqu'un de ProBiolore qui vienne vous expliquer comment ils fonctionnent et voir aussi, en fonction de géographiquement où vous êtes, si vous avez une ferme relais à proximité, voir comment travailler avec eux. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Sur les aides, alors l'aide à la conversion dans le cadre de la PAC sur 5 ans reste d'actualité. Donc, il y a déjà ce premier cadre-là. Un travail a été fait, mais vu que la loi de finances n'est pas passée au niveau des députés, on repart à zéro. Mais il y avait un gros travail qui avait été fait par rapport au crédit d'impôt bio. Qui était là une aide intéressante une fois la conversion passée, l'aide à la conversion arrêtée, qui était une aide qui était disponible. Mais là, j'ai envie de dire, bon, voilà, le contexte politique fait qu'on est un peu reparti à zéro par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire, ce qu'on peut vous préconiser effectivement, c'est que des conseillers viennent vous voir, mais n'hésitez pas aussi à finalement aller à la rencontre de paysans bio près de chez vous, échanger directement avec vous. Si vous voulez, on pourra, enfin, je crois que vous avez eu des collègues de chez nous au téléphone, enfin, votre nom me dit quelque chose, on vous a croisé quelque part, je pense, on pourra vous donner les coordonnées d'agriculteurs céréaliers près de chez vous pour que vous puissiez effectivement aller échanger avec eux par rapport à ça. Je ne sais pas si Très bien, Sophie, merci. tu veux recompléter. Oui, bah effectivement, enfin, je sais pas dans quel département vous êtes, mais dans tous les départements, il y a des conseillers en chambre d'agriculture, on fait des études de conversion, études économiques. Voilà, donc quelle que soit la production, donc ça c'est pas. Enfin, en tout cas, il y a du monde pour vous accompagner, ça c'est sûr, et je rejoins vraiment Nadine. Enfin, c'est important d'aller voir d'autres agriculteurs, de partager leur expérience, de se renseigner auprès des opérateurs. Voilà, selon votre secteur, ça sera pas forcément. Enfin, il y a différents opérateurs qui peuvent venir vous collecter. En tout cas, il y aura une collecte possible. Donc ça, il faut que vous vous renseigniez en amont, ouais. Sur la logistique, la façon dont ça s'organise. Et que ce soit dans le réseau Bio Grand Est ou le réseau Chambre, il y a du monde pour vous accompagner sur le passage en bio, hein. Vous ne serez pas tout seul. La Ok, plus-value merci. éventuellement d'une intervention, enfin ProBiolore et autres, ça serait, enfin nous, notre approche, elle sera vraiment de d'établir avec vous s'il y a encore des leviers. Encore une fois, voilà, on se connaît pas et autres, mais s'il y a des leviers en termes de repenser son système en fait. Passer en bio, c'est se poser ce genre de questions. Je pense que on parle pas d'une simple transposition de ce que je fais en conventionnel, et puis si j'ai un collecteur en bio pour me prendre la même chose, a priori, bah non, enfin évidemment ça marchera pas. C'est vraiment essayer de trouver des voies de passage au sein des différentes filières déjà en place, quitte à se remettre sérieusement, et ben voilà, de remettre en question son propre système sur la base de témoignages et d'échanges. En tout cas, nous, on pourra vous faire un retour d'expérience et une mise en réseau via nos propres adhérents sur lesquels on se base fortement pour tout ça, quoi, de toute façon. Je propose qu'on enchaîne et qu'on passe à l'autre filière pour que tout le monde puisse passer. Je crois que Grégoire, du coup, tu dois nous quitter. Oui, et Si j'en suis jamais, je désolé. donnerai les coordonnées de ProBiolore si les gens veulent vous rappeler Voilà. après la visio. Avec grand plaisir. On continue l'échange par ailleurs et je vous prie de m'excuser encore pour mon absence à venir et le fait de me déconnecter de ce forum. Voilà, bonne fin de réunion à tous. Merci. Donc, du coup, je reprends la main. Je vais partager mon écran et de mémoire, il me semble que c'est Unebio qui doit prendre la parole. Ah non, j'avais oublié une diapo, mais c'est pas grave. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, Donc, du coup, oui, c'est à Florine pour Unebio. oui, bonjour. Du coup, ça c'est ta diapo. Je sais pas, tu veux présenter celle-ci ou... Non, vas-y, je te laisse en fait.
Ok, pas de souci. Bonjour à tous. J'ai remis une diapo d'introduction parce que je ne sais pas si tout le monde connaissait Unibio, donc je préfère reparler d'Unibio dans la globalité. Donc Unibio, c'est une structure de commercialisation structurée en association sur le terrain. Donc les éleveurs adhèrent aux associations et ensuite fondent la structure de commercialisation Unibio. Donc ça représente 2000 éleveurs à travers le territoire. C'est gouverné par les éleveurs, donc il y a 5 éleveurs coprésidents et dans chaque association, il y a un conseil d'administration. Et quand on dit qu'il y a 40 éleveurs impliqués dans la gouvernance, c'est parce qu'il y a des commissions par filière qui statuent des grandes directions et en particulier des prix. Et donc, dans ces commissions filières, ce sont des éleveurs qui sont dans les conseils d'administration régionaux. Voilà à peu près comment fonctionne Unibio dans la globalité. Tu peux passer à la suivante. Je voulais refaire un point par rapport à la consommation, au contexte global sur le terrain et au niveau de la production de viande. Donc cette première diapo vous montre la consommation alimentaire qui se stabilise enfin, même si c'est à un niveau faible. Donc on a en juillet 2025 15,348 milliards d'euros de consommation. C'est du coup comme marqué à un niveau faible, on le voit par rapport à la viande, aux consommations de viande. Si tu peux passer le diapo d'après, s'il te plaît. Donc des prix à la consommation qui semblent se stabiliser, sauf à la viande, où effectivement depuis 2 ans, aujourd'hui sur le terrain, on a des prix à la viande qui augmentent. Ah, pardon, je regardais les commentaires, voir si... Non, je veux bien que tu reviennes en arrière. En fait, ça aurait été peut-être plus simple qu'on garde la main sur les diapos. Juste, Chloé s'occupe de regarder les commentaires, donc tu peux te concentrer sur la présentation et on reviendra s'il y a besoin. Ça marche. Pas de souci. Donc, comme je disais, les prix à la consommation semblent se stabiliser, mais pas à la viande. Donc, depuis 2 ans, on a des prix d'achat en ferme qui augmentent énormément. Et pour le coup, progressivement, ont été réimpactés sur le prix à la vente, mais pas totalement, et ça continue encore à augmenter. Donc c'est pour ça que les prix continuent à tirer vers le haut encore en ces derniers mois. Donc là, le graphique s'arrête à août, mais c'est la même chose pour septembre et octobre. Tu peux passer. Au niveau du marché bio, on voit que même s'il y a une légère reprise pour tout ce qui est épicerie salée, boulangerie, boissons, fruits et légumes, pour le coup, on voit également que les viandes, elles, sont à moins 6%. Donc, c'est quand même encore en net recul et le marché est quand même encore très dépendant des grandes et moyennes surfaces, dans le sens où même s'il y a une bonne dynamique, par exemple, sur les réseaux spécialisés ou sur la RHD, il y a encore une grande partie des ventes de viande qui se font en grande et moyenne surface et qui, elles, sont en recul. Donc, comme je vous disais, une partie des augmentations de prix à l'achat ont été répercutées à la vente, mais pas totalement. Donc, on voit déjà l'impact que ça a, l'augmentation des prix versus la consommation. Donc, vous imaginez bien que si les prix continuent à augmenter, ça va encore amplifier le problème de la consommation de viande. Mais pour le coup, ça vous donne quand même un visuel très, très parlant sur la situation aujourd'hui au niveau consommation de viande. On a également toujours une différence bien marquée. Là, pour le coup, la présentation, elle se concentre sur le steak haché, mais c'était pour vous montrer la différence de prix entre le bio et le conventionnel. Donc, pour mémoire, en ferme, les prix d'achat sont aujourd'hui équivalents en bio et en conventionnel. On n'arrive pas à faire une démarcation sur le bio à l'achat. En revanche, on voit bien que le prix
aux consommateurs n'a pas été répercuté de la même manière sur le bio que sur le conventionnel. Donc aujourd'hui, on a encore des revendeurs qui n'ont pas répercuté l'intégralité des prix, et il y a donc toujours une différence entre le bio et le conventionnel sur le prix, par exemple là, du steak haché. Donc aujourd'hui, sur le terrain, c'est poser la question pour Unibio, enfin aujourd'hui, depuis quelques mois et quelques années maintenant, c'est poser la question de comment on s'adapte en bio pour continuer à avoir des vaches, continuer d'exister et de faire fonctionner cette filière qui compte encore 2000 éleveurs sur le terrain, qui a encore des clients. On a regagné des parts de marché, pour le coup, on a des belles augmentations dans tout ce qui est restauration hors domicile, magasins spécialisés. Et pour ça, il fallait des bovins. Donc, on fait sur le terrain le maximum qu'on puisse sur les prix, c'est-à-dire qu'on a une grille socle semainière qui est basée sur les cotations France Agrimaire nationales. Et derrière, sur le terrain, pour être au plus juste sur ce qui se pratique au jour le jour, il y a un complément de prix fait en fonction de ce qui est pratiqué sur le terrain. Donc autant ça peut être corrélé à des prix comme le marché de Cholet sur l'Ouest, comme avec les retours qu'on a des prix pratiqués coopératives, négoce au niveau régional. Voilà pour une. Du coup, on a fini pour... Voilà. Je propose du coup de laisser la place pour les questions, si vous voulez lever la main. Pas de questions, de remarques sur la filière viande? Oui, Frédéric Piron. Oui, bonjour. Donc Frédéric Piron, producteur à la fois de lait et de la viande d'élevage de réforme. J'aurais voulu savoir comment vous communiquez sur l'aspect plutôt bio ou plutôt local au moment des ventes des produits. On s'adapte à ce qui est demandé. Aujourd'hui, pour le coup, on va avoir des dossiers en partance, par exemple, de l'atelier des éleveurs à Saint-Miel, où ils vont nous demander, je prends un exemple, on a récemment réussi à avoir sur un dossier restauration hors domicile les crèches de Paris. Donc, c'est un dossier où, quand ils montent le cahier des charges, ils demandent un périmètre autour des crèches de Paris. Donc, pour ce qui est de ce dossier-là, ça va englober la Champagne-Ardenne, la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Donc, on va se plier à ce cahier des charges-là. Mais sur d'autres dossiers, par exemple, on va avoir des boucheries qui vont nous demander du très local, et d'autres dossiers où on va leur expliquer que par rapport à la base d'éleveurs qu'on a et à la quantité attendue de vaches sur cette zone-là, ça ne va pas être possible. Il va falloir augmenter la zone collectée, enfin la zone potentielle de collecte. Mais on travaille aussi bien sur du local que toujours bio, mais après le local, voilà, on s'entend sur ce qui est possible d'être fait. Ludovic. Alors, c'était juste pour donner un petit complément à la réponse précédente, vu que donc moi je vais parler un petit peu après, je suis directeur de Solibio et on est client de Unebio. Et nous, nos clients pour la viande, ils veulent vraiment les deux. Ils veulent que le côté bio et local. Donc, pour ma part, c'est vraiment les deux paramètres qui rentrent en jeu. Oui, je suis totalement d'accord. J'ai mal compris la question, c'est bio. Et ensuite, le local, on s'adapte avec ce qui est possible d'être fait dans une zone plus ou moins large en fonction de la collecte possible. Ça dépend de la définition du local, qui peut être ultra local ou régional et répondre à des contraintes locales. C'est ça. Y a-t-il d'autres questions ou réactions sur la filière viande? Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que c'est bon pour tout le monde? Très bien.
Du coup, je propose que nous passions à la filière laitière. Avant du coup de donner la parole à Séverine pour Biolay, elle m'a transmis le lien vers une vidéo du CNIEL qui est assez complète pour présenter la situation. Donc, je vais vous partager la vidéo. À l'issue de ça, Séverine prendra la parole et puis on vous donnera la place pour les questions. Alors, juste le temps de partager le bon écran. Hop. Est-ce que vous voyez la vidéo à l'écran? Oui. Je la lance. Ouais. On n'a pas de son, Nadine. Alors, un instant, comment ça se fait? Tout à l'heure, je l'avais testé, ça marchait. Excusez-moi. Paramètres audio. Je veux bien, Séverine, que tu présentes rapidement Biolay, le temps que je trouve la solution, parce que j'ai testé avec Chloé tout à l'heure, ça marchait. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche plus. Donc, on sera à deux pour présenter Biolay et puis pour répondre à vos questions. Il y a donc Frédéric Piron qui est dans les Vosges et moi qui suis en Moselle. Biolay, on a un groupement 100% bio qui a été créé en 1994 avec 6 producteurs dans l'Ouest à la base. Aujourd'hui, on collecte sur 74 départements au niveau national, donc sur 74 départements. On a à peu près 1200 fermes et on collecte un volume de 230 millions de litres de lait. On représente un peu moins de 30% de la collecte de lait bio au niveau national. Parmi nos producteurs, on a à peu près 280 producteurs transformateurs et on a une centaine de clients. On est une OP, donc commerciale, voilà. Et puis, on a donc un fonctionnement démocratique assez poussé où on est 15 administrateurs répartis sur toute la France. Et puis après, on a en département, on a des adhérents référents qui nous accompagnent et avec qui on consulte également lors de réunions du conseil d'administration pour avoir des avis éclairés. Voilà, et puis sinon, on a le cahier des charges bio avec une particularité qui est des aliments. Donc, on a un peu plus strict que le cahier des charges bio. L'alimentation, elle doit être 100% française. Et puis, il y a une surface minimum de pâturage de 30 arts par vache en lactation. Voilà, et puis sinon depuis 2022, on a créé un repère qui s'appelle Il est là, donc qui sera posé parce que Biolay n'a pas de marque, on n'a pas d'outil de transformation et notre repère permet de retrouver tous les produits dans lesquels on retrouve du lait 100% Biolay. Donc, c'est une petite goutte de lait à verser et c'est écrit, il est là dedans. Voilà. Sinon... Normalement, j'ai résolu mon problème. Je dois pouvoir lancer la vidéo et après, on pourra lancer la suite. Allez, je retente. C'est bon? Ouais. Le nombre de livreurs bio continue de décliner à un rythme inédit. À août 2025, il était en baisse de -6% sur un an et inférieur de 15% par rapport au maximum atteint en 2023. Si de plus en plus d'éleveurs quittent le bio, c'est avant tout du fait d'un faible écart de prix entre le lait bio et le lait conventionnel. Aujourd'hui, la différence tourne autour de 40 € sur un an glissant en moyenne, insuffisant pour compenser les coûts de production plus élevés en bio.
Néanmoins, cet écart de prix pourrait de nouveau s'accentuer dans les prochains mois en lien avec la chute actuelle des cours du beurre poudre qui affecte moins directement les prix du lait bio. Chaque année, le CNIEL mène une étude prospective auprès des collecteurs de lait bio afin d'identifier les conversions et les cessations d'activité prévues chez leurs éleveurs. La dernière enquête, datée d'août 2025, prévoit une nouvelle accélération des cessations d'activité pour les 12 mois à venir. Près de 160 arrêts d'activité lait bio sont d'ores et déjà prévus pour les 12 prochains mois, soit 3 fois plus que l'an dernier à la même époque. Ces cessations toucheront principalement des exploitations de plus grande taille, avec une production moyenne d'environ 350 000 litres par an. Les déconversions devraient représenter près de 80% des arrêts, contre seulement la moitié en 2023 et 2024. Par conséquent, l'offre de lait bio devrait continuer de reculer fortement dans les prochains mois. À août 2025, la collecte était en baisse de moins 5% sur un an glissant à 1,130 milliard de litres, un niveau 13% inférieur à celui du record atteint début 2023. Au regard des cessations prévues, notre enquête prospective prévoit que la production laitière biologique pourrait s'approcher de la barre du milliard de litres d'ici fin 2026. En parallèle, la demande de lait bio repart légèrement à la hausse. Résultat, les fabrications de produits laitiers bio progressent de 3% sur le début de l'année 2025. C'est la première hausse enregistrée depuis 4 ans. À part les crèmes et les poudres conditionnées, toutes les autres catégories sont en augmentation cette année. En 2025, la demande de produits laitiers bio continue de reculer légèrement dans les grandes surfaces. En revanche, elle progresse nettement dans les circuits spécialisés bio, mais aussi en restauration collective, où la part du bio dépasse désormais 10% des achats de produits laitiers en valeur, portée par la mise en œuvre progressive de la loi Egalim. Si la loi était pleinement appliquée et le seuil de 20% de bio atteint par tous les acheteurs, cela pourrait représenter un potentiel de 100 millions de litres de lait bio supplémentaires absorbés dans les prochaines années. En conclusion, la filière laitière bio est en phase de rééquilibrage, mais davantage sous l'effet de la baisse de l'offre que du rebond de la demande, qui reste encore modéré. La crise risque de laisser des stigmates durables sur les velléités des futurs candidats à la conversion, ce qui pourrait compliquer la reconstitution du potentiel de production en cas de reprise plus marquée de la demande, comme on l'observe actuellement chez nos voisins européens. Séverine, si tu veux rebondir à la vidéo avant qu'on passe aux questions. Oui, bah c'était une photographie de la filière et puis pour voir un petit peu où on est aujourd'hui. Donc, on a entendu que dans les magasins spécialisés, la consommation repartait. Donc, c'est quand même encourageant pour l'avenir. Et puis, voilà, bah, Fred, si tu as des choses à rajouter. Ouais, je voulais juste rajouter que Biolay, on n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la filière, puisque Oui. on est une OP, une organisation de producteurs commerciaux 100% bio, ce qui n'est pas forcément le cas de nos concurrents directs ou indirects. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont mixtes, à la fois une partie est collectée en bio et l'autre partie est collectée en conventionnel. Donc, dès l'instant que nous, on est 100% bio, eh bien, les répercussions sur le déclassement du lait impactent fortement le prix. Et ça a eu des conséquences sur les 5 dernières années. Ce qu'on peut dire sur l'année 2025, c'est que notre taux de déclassement avoisine les 20% du lait. Donc, il y a 20% du lait qui va sur le marché du conventionnel ou du spot. La tendance plutôt pour 2026, ça serait un moindre déclassement pour nous, collecteurs de Biolay. Alors ça s'explique de deux façons. La première, c'est évidemment le nombre de producteurs que nous avons en main, et donc la production de lait que l'on va collecter sur l'année 2026. Et le deuxième phénomène, c'est je l'ai perdu. Et ben voilà, bravo. Bah, je suis Une formidable reprise, une Oui, reprise de voilà. nos clients. Voilà, c'est effectivement, c'est effectivement une reprise plus conséquente de nos clients. Je propose de laisser la parole aux questions ou aux remarques.
Pas de main levée, personne ne veut intervenir? Ah, si. Alors, en premier Patricia, puis ensuite Jean-Christophe. Vas-y, Patricia. Très vite, encore pour une précision, quand vous dites reprise de nos clients, ça veut dire que y a de la demande dans les bio qui repart. C'est ça? Au regard de l'augmentation en RHD, notamment, et dans les magasins spécialisés. J'ai Oui. bien compris. Oui, c'est Ok, ça. Ouais. très bien. Oui, Merci. on a arrêté de dégrader les volumes achetés qui n'étaient pas achetés en bio. Voilà. Ça a plutôt tendance à un petit peu augmenter. Donc, c'est plutôt rassurant. Jean-Christophe Frison? Oui, alors moi, c'est juste pour avoir une petite précision. Dans la vidéo, c'est dit qu'il y a un écart de 40 € entre le bio et le conventionnel. C'est 40 €, c'est le prix au 1000 litres. Parce Oui, que ça me Oui. paraît tellement faible comme écart. Voilà, c'était juste pour être sûr, quoi. oui, oui. Oui, on a D'accord, connu des 100, 120 euros des 1000 litres. d'accord. Après, pour te rassurer, moi personnellement, quand je me suis installé en 2008, on a connu une année assez Oui, la compliquée en crise, lait. oui. Voilà. Et l'année de mon installation, j'étais payé à 240 euros la tonne. Aujourd'hui, on est à 500 euros. C'est vrai que ça faisait peur quand ça faisait 3 mois que j'étais installé avec avec un prix pour le business plan qui était un peu différent. Hmm. Jérôme? Tu avais si la main, mais je sais pas si... Oui, bonjour. Excusez-moi, moi je suis juste en téléphone. Alors, je suis producteur de lait bio en Moselle. Allô? Ouais, Oui. Les betteraves, elles sont plus gelées, hein? du tout, du tout. Oh, du tout, La non? personne qui pourrait D'accord. couper son micro. Bon, on verra demain, alors on va laisser se rétablir quand même, malgré tout. Hein. C'est- Ok. À Donc, toi, je Thierry, continue. aujourd'hui, tu dis ça. Oui, Nadine, tu peux couper le micro ou pas? Oui, mais il faut que je trouve qui c'est. C'est que nous sommes un peu nombreux, il faut que je trouve. Je viens de le couper. Hein. Merci. Vas-y, Jérôme. Ouais, je voulais juste apporter un complément. Au niveau du GAP de Moselle, on a réalisé avec l'organisme SR France une étude économique des fermes, notamment laitières, en polyculture élevage spécialisée lait, pour essayer de comprendre un petit peu l'origine des conversions que l'on observe, notamment ces 2 dernières années en élevage laitier, et savoir si l'origine était économique. Donc on compare dans cette étude les fermes conventionnelles et les résultats économiques des fermes conventionnelles et des fermes bio. On l'a fait aussi pour les fermes allaitantes. Et on observe que les résultats économiques des fermes laitières sur la période donc 2020-2024, donc pas forcément la période la plus favorable pour les bio, par contre assez favorable pour les conventionnels, on a des résultats économiques qui sont tout à fait honorables et 4 années sur 5, si on raisonne en termes de BE par hectare ou par UTH, on est même supérieur au conventionnel. Donc on s'étonne un petit peu des conversions là dont vous venez de rapporter ce qui se passe. Et il y a quelque chose qui marche, c'est que on se rend compte, c'est que c'est des conversions, notamment en Moselle, mais c'est sûrement sur d'autres départements. On a des déconversions partielles sur des fermes qui déconvertissent le troupeau et pas forcément les cultures. Et peut-être pas pour une idée, pour une non-maîtrise des charges, on a une explosion un petit peu des charges sur les fermes qui spécialisent avec une robotisation des fermes. Ces fermes sont peut-être moins compatibles avec le modèle bio qui est plutôt normalement extensif, mais qui tend à disparaître au profit d'un modèle un peu plus intensif aujourd'hui dans les fermes laitières. Et c'est un peu inéluctable, hein, je sais pas, c'est peut-être l'évolution de nos fermes à l'avenir avec plus de robotisation. Donc, et ce modèle-là, donc du coup, économiquement, il se retrouve peut-être un petit peu moins. Et lorsque les prix du conventionnel s'envolent, ils sont tentés de partir en conventionnel. Mais ces fermes-là, si elles conservent leurs terres en bio, elles sont peut-être prêtes à revenir, à faire un petit peu ce yo-yo, et suivant la conjoncture. Et donc voilà, ma question, c'est est-ce qu'on va pas avoir des fermes laitières qui vont faire du bypass entre le conventionnel et le bio suivant la conjoncture,
Et bâtir des filières sur ces modèles-là, moi je pense que c'est peut-être pas l'idéal, mais voilà, il y a peut-être une question filière globale à se poser et savoir un petit peu comment on peut accompagner au mieux nos éleveurs, sachant que la robotisation, c'est un fait et il faudra faire avec, je pense, si on veut garder des jeunes en élevage. Et voilà, quoi, il y a un questionnement là derrière qui est intéressant, je pense. Merci. Oui, c'est l'inquiétude qu'on a, nous, à Biolay, parce que ce vivier-là, on ne l'a pas, comme on ne collecte que des gens en bio. Et l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est si la consommation elle a tendance à repartir, nos concurrents repartiront plus facilement parce que ces gens-là, ils les ont dans le vivier conventionnel, ils n'auront qu'une conversion de 6 mois à faire pour repasser en bio. Donc, ouais, c'est une inquiétude chez nous à Biolay. La conversion de 6 mois vaudra pour la production du lait. Par contre, pour les animaux et la filière Unebio, ça ne sera pas forcément pratique puisque c'est la règle des 3/4 de vie qui s'appliquera. Enfin, voilà, c'est pour aussi avoir les éléments complets sur les filières. Voilà. Pour compléter un petit peu ce que vient de dire Jérôme, c'est vrai que ce qu'on a constaté, c'est quand même les très grosses structures, enfin les grosses structures qui ont tendance à se déconvertir dès l'instant qu'il y a du volume et qu'il y a une différence de prix qui s'amoindrit. Assez rapidement, ils font le calcul et le choix de vouloir repartir dans un système moins compliqué, qui demande aussi probablement moins de gestion de l'herbe et plus facile à intensifier. Mais alors ça, c'est un aspect de la déconversion, mais il y a aussi les cessations d'activité qui ont explosé sur des structures qui n'étaient pas forcément en âge de partir en retraite. C'est des gens qui ont la cinquantaine, qui ont 55 ans, et qui arrêtent l'activité avant d'arriver à l'âge de la retraite. Et les chiffres que nous annonce le CNIEL pour 2030 sont plutôt inquiétants sur la filière laitière dans son ensemble, où aujourd'hui on a moins de 42 000 exploitations laitières sur l'ensemble du territoire français, bio et conventionnel, et on nous annonce moins de 30 000 exploitations laitières pour les horizons de 2030. Même si une partie des gens qui sont conventionnels décident de repartir dans la filière bio, ça fait quand même pas beaucoup de candidats au final qui pourraient revenir dans la filière. D'autres réactions sur la question de la filière laitière? D'autres questions? Je ne vois pas de main levée. On considère que c'est bon? Pas de réaction, on va dire que c'est bon. Du coup, Ludovic, je vais te laisser la parole du coup sur la filière RHD. C'est vrai que c'est multiproduit, mais avec Egalim qui a été évoqué plusieurs fois, ça nous paraissait important qu'on ait un focus sur cette filière. Hop. Ouais, on peut rester sur celle-là. Parfait, merci beaucoup. On m'entend bien? Oui. Ouais, parfait. Donc voilà, je vais vous parler de Manger Bio Champagne-Ardenne, Paysans Bio Lorrain et Solibio. Donc moi, je suis le directeur de Solibio. Et donc toutes les trois, on est des coopératives, ou précisément soit des SIC, soit associations, qui regroupent des producteurs pour fournir la restauration hors domicile. Donc la restauration hors domicile, la définition, c'est la restauration commerciale et la restauration collective. Alors en fait, on est plutôt orienté restauration collective, c'est-à-dire les cantines scolaires, mais aussi les cuisines centrales qui vont fournir des établissements qui n'ont pas de cantine. On va aussi fournir des sociétés de restauration comme Elior, Happy ou Sodexo. Et puis il y a aussi d'autres structures de restauration collective comme les restaurants d'entreprise, des EHPAD, voilà, donc le secteur de la santé et du social. Donc on est trois, on nous appelle aussi des plateformes de producteurs, voilà, coopératives ou plateformes. On est trois plateformes correspondant aux trois ex-régions du Grand Est, donc MBCA en Champagne-Ardenne, Paysans Bio Lorrain pour la Lorraine et Solibio c'est pour l'Alsace. Donc voilà, moi je connais un peu plus Solibio, mais on est en lien avec les collègues, donc je partage un petit peu l'actualité pour nous trois. Avant de vous
présenter un petit peu plus nos chiffres, globalement, on est sur une année aussi où ça confirme une reprise, voire une forme de reprise. En France, nos collègues, parce qu'on fait partie du réseau Manger Bio, euh, de janvier à octobre, on était en croissance de 13%. Et puis en Grand Est, on était à 14% de chiffre d'affaires en plus par rapport à l'année 2024. Donc on est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Et voilà, peut-être aussi pour situer la place de la restauration hors domicile dans, on va dire, toutes les dépenses alimentaires des Français, c'est à peu près un tiers. Et dans ce tiers, il y a 10% qui concerne la restauration collective. Voilà. Et la particularité de Solibio par rapport à mes collègues en Lorraine et en Champagne-Ardenne, c'est que nous, on livre aussi des magasins spécialisés bio. Donc c'est à peu près la moitié de notre chiffre d'affaires. Nadine, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Voilà. Donc on a fait un petit tableau récapitulatif. Donc vous voyez un petit peu nos chiffres là voilà, de chiffre d'affaires jusqu'à fin octobre 2025. On vous a aussi mis les produits qu'on vend le plus. Alors dans le top 5, il y a de la viande, il y a des produits laitiers, mais aussi des légumes et des fruits. Donc on ne s'est pas focalisé sur un produit en particulier ou une famille de produits, mais on est plutôt à l'image de notre territoire. Par exemple, en Champagne-Ardenne, les lentilles en champenois, c'est un produit très connu, très, très typique, donc c'est pour ça qu'il apparaît dans le top 5. Au niveau des clients, pour vous donner une idée, tous les trois, on travaille avec des sociétés de restauration collective qui gèrent des cuisines centrales. Et puis MBCA va aussi livrer des cuisines centrales qui sont gérées en propre, donc sans société comme Elior ou Sodexo qui les gèrent. Euh, on a un petit peu du mal encore à travailler avec les collèges et les lycées. Donc c'est pour ça qu'on a fait apparaître dans notre classement, mais en disant que c'était encore un peu à la marge. Alors il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour développer cet approvisionnement, puisque avant d'être des plateformes de produits bio, on est aussi des coopératives de producteurs, donc avec des produits locaux, et il y a quand même une forte volonté de développer l'achat local, l'achat responsable au niveau de la commande publique. Mais voilà, pour l'instant, on a encore un petit peu du mal à faire notre place au niveau des collèges, lycées, surtout nous en Alsace, et puis donc en Lorraine, apparemment, dans le 54, en Meurthe-et-Moselle, ça marche mieux. Peut-être pour Et on a aussi. repréciser, pardon, Oui. juste pour repréciser, c'est que c'est vrai qu'en Meurthe-et-Moselle, ça a été un choix porté par le conseil départemental depuis plusieurs années maintenant, qui ont engagé un vrai projet qui a monté en puissance progressivement. Et je pense que c'est ça qui porte les fruits aujourd'hui et qui fait que pour Paysans Bio Lorrain, les collèges du 54 font partie des gros clients. Et sur les lycées, le conseil régional a mis en place un nouveau programme, une nouvelle politique. On est au démarrage, donc voilà, c'est encore le début et ça va devoir porter ses fruits à l'avenir. C'est vrai qu'on pourrait quand même souligner, merci Nadine, que nous, la loi Egalim, c'est bien, mais elle suffit pas parce qu'elle n'est pas vraiment respectée. Donc il faut vraiment des engagements politiques locaux au niveau municipal, départemental ou régional pour vraiment faire en sorte qu'ils mettent des attentes plus hautes, c'est-à-dire concrètement des appels d'offres ou une vision politique qui est traduite dans des contraintes au niveau des fournisseurs qui soient écrits en disant X% de bio, X% de produits issus de coopératives locales, etc. Avant de terminer, je vois qu'il est 14h30. On a aussi cité les produits qu'on recherche. Alors, sans grande surprise, il y a la viande, le bœuf et le veau qui nous fait défaut, comme partout en France. Des produits laitiers aussi. Et puis, on a cité aussi des fruits hors pommes pois. C'est vrai que
C'est des produits qui se vendent bien, mais la diversité, ça serait toujours apprécié, en tout cas au niveau de nos clients. Un des freins, souvent pour les produits locaux, c'est qu'ils ne permettent pas d'avoir une aussi grande diversité que ce qu'on peut avoir avec les bananes, les mangues, etc. Donc, nous, on souhaite aussi leur prouver qu'il y a toute une diversité de produits sur le territoire, et c'est ce qu'on fait, mais tout ce qu'on peut faire en plus pour agrandir cette diversité, c'est toujours bénéfique au niveau commercial. Merci. Tu as fini, on laisse la place aux questions? Ouais, on peut laisser la place aux questions. Donc, je vous invite à lever la main. Oui, Jérôme? Oui, mais j'aurais une question là je suis un peu surpris là dans les produits où vous avez un petit peu du mal à vous fournir, notamment on parle de yaourt et de viande, et ma question c'est de savoir est-ce que c'est une histoire de prix ou est-ce que c'est une histoire de disponibilité, sachant que et on vient de voir que notamment en produits laitiers on déclasse. Nous en Moselle on a une entreprise qui fabrique des yaourts bio. Donc voilà, est-ce que c'est un problème de logistique, est-ce que c'est un problème de prix ou ou autre chose? Alors, merci pour la question. Il y a plusieurs contraintes quand même quand on veut fournir la restauration collective. Euh, Déjà, il y a certains clients qui demandent un certain volume, donc il faut pouvoir s'engager en termes de volume. Dans tous les cas, il faut des fermes qui aient l'agrément sanitaire. Donc ça peut aussi être bloquant pour certains producteurs. Euh, et puis parfois, il y a aussi, oui, des problèmes de prix, parce qu'il y a un certain budget dans lequel on veut rentrer en resto-co, qui est pas immense. Et donc, faut réussir à la fois avoir des volumes suffisamment importants, un prix qui soit abordable, et l'agrément sanitaire, je dirais, c'est un peu les trois contraintes qui me viennent à l'esprit. Sébastien? Oui, bonjour. En fait, j'avais la même question que Jérôme, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai une autre question. C'est l'agrément sanitaire, c'est quoi exactement pour les fermes? Oula, je suis pas bien placé pour y répondre. En tout cas, c'est on va dire une sorte de certification qui indique qu'on a mis en place un suffisamment grand nombre de mesures de gestion de la qualité et de l'hygiène, qui nécessitent du suivi, de contrôle enfin, des analyses bactériologiques. Je ne sais pas si quelqu'un dans la visio est plus calé que moi sur les agréments sanitaires. Je laisse en parler. Je ne crois pas, malheureusement. Je pense que Valérie aurait peut-être pu répondre plus spécifiquement Paysan Bio Lorrain parce qu'elle a accompagné une ferme là-dessus. Mais c'est des démarches administratives, des contraintes sanitaires supplémentaires qu'il faut effectivement, c'est l'agrément CE pour ça. J'ai vu quelqu'un lever la main, mais je n'ai pas vu qui c'était. Je crois que la main n'est pas restée levée. Quelqu'un voulait prendre la parole? Ouais, non, mais c'était nouveau. Moi, c'était juste pour confirmer ce que tu dis. Nous, personnellement, on a un atelier de transfo à la ferme et on a l'agrément sanitaire européen. C'est une démarche qualité en termes de traçabilité sur l'hygiène et sur les pratiques que l'on fait tout au long de la fabrication du produit et de la commercialisation, quoi. Ouais. Encore Sébastien. Sébastien. Ouais, donc en fait, je continue sur le truc sanitaire. Prends un exemple. Nous, on vend notre viande ou nos céréales à Unebio ou ProBiolore. En quoi l'agrément sanitaire chez nous, il serait important? Enfin, je veux dire, nos bêtes partent à l'abattoir. C'est après que je vois pas en quoi Oui. ça gênerait. C'est Bah, ça que c'est c'est pas ça ma Non, question. non. En fait. Donc on n'est pas C'est sur Vous les avez concerné ateliers par. raison. Non, c'est les Ouais, ateliers de transformation On est qui bien sont d'accord. concernés. Voilà, d'accord. Oui. C'est ça, c'est ça. Ok. Moi, si jamais, moi, Solibio, si j'achète des yaourts, il faut que j'achète à Plein milieu un atelier d'après-midi, la qui soit. semaine. Ah, encore le même. En début d'après-midi. On prend une demi-heure. Hop là, voilà, c'est bon. Voilà, donc nous, ça dépend un peu quel est notre fournisseur, mais par exemple, on achète à l'atelier des éleveurs qui, lui, va acheter des carcasses déjà abattues. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'atelier des éleveurs qui a l'agrément sanitaire. Oui, donc, Mais dans un autre cas, j'achète des yaourts qui sont faits à la ferme, par exemple en Meuse, et là, c'est le producteur qui a l'agrément.
D'accord, on est bien d'accord. Donc c'est pas rédhibitoire pour la majorité des collègues enfin, d'avoir des produits pour vous, quoi. Vu qu'on passe, Ouais. on va dire, pour une grande majorité par, que ce soit une bio ou Probiolore, pour écouler nos marchandises, quoi. Mm. En revanche, alors moi je suis pas au courant d'ateliers de transformation laitière sur des yaourts bio, en tout cas proche de mon territoire. Donc nous, en général, on cherche plutôt des producteurs qui font leur propre yaourt. Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils aient l'agrément sanitaire au niveau de la ferme. Pour la viande, je suis d'accord avec vous, mais pour les yaourts, en Oui, ça c'est général, sûr. on achète directement. Ouais. Ok, merci. D'autres questions, remarques? Et j'en profite pour faire passer un message. On est à l'approche des municipales. Le sujet municipal, enfin, la restauration collective, c'est un sujet municipal très important. Donc, faites passer le message si vous êtes dans des collectifs d'élus ou d'élus municipaux que ben, la cause de l'agriculture biologique et locale, elle passe aussi par ben, les visions politiques des maires et qui peuvent mettre des contraintes de pourcentage de bio dans leurs appels d'offres quand ils choisissent leurs fournisseurs sur leur commune. Voilà, petit message de pub. Frédéric? Ouais, c'était une question à Ludovic. C'était justement par rapport à vos recherches d'approvisionnement, c'est plutôt en circuit court qu'en circuit long. Parce que là, je prêche un petit peu ma paroisse, sachant que on pourrait être facilitateur, nous, de notre côté, avec les volumes que l'on collecte et puis les relations qu'on peut avoir avec certains faiseurs pour éventuellement vous approvisionner, hein. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je retiens. Et oui, c'est vrai on est plutôt en circuit court, hein, donc tout est. Enfin, dans notre logique, c'était quand même de pouvoir avoir une grande part de ce qui est payé par le consommateur final qui revient à l'agriculteur. Donc ça, enfin, c'est le moins d'intermédiaire, donc le plus en circuit court possible. Euh, mais avec grand plaisir si on peut s'échanger des contacts ou travailler un peu plus ensemble. On avait déjà essayé de faire un partenariat avec Paysans Bio Lorrain et en mettant, parce que pour les collectivités, pour les lycées et les hôpitaux, il fallait des volumes très conséquents que les producteurs, malheureusement, n'arrivaient pas à fournir en direct. Et on avait déjà fait une ébauche on avait travaillé là-dessus en ayant du lait local et en ayant un transformateur local pour pouvoir sortir certains produits, quoi. Donc, ouais, on avait fait ça avec les Bio Lorrain. Moi, j'étais intervenue à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui ressort globalement, c'est qu'on est loin d'avoir la loi Egalim qui est respectée. On est bien en deçà des objectifs, avec une vraie difficulté d'application au niveau des collectivités notamment avec beaucoup d'élus locaux qui sont dans le local plus que le bio, qui ont encore du mal à comprendre l'intérêt du bio local. Et encore avec parfois les idées de le bio local n'est pas en capacité de suivre, quoi. Et donc ça, c'est un gros travail d'explication et d'accompagnement à poursuivre. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ou intervenir? Un micro ouvert. Il n'y a pas d'autres questions ou d'interventions? Non. Du coup, nous avons fait le tour. Dernier appel, une question peut-être plus large que la question des filières tant qu'on y est, si vous souhaitez prendre la parole. Non. Écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie tous. Je vais revoir pour récupérer toutes les présentations, notamment enfin celle de Grégoire, et puis je pourrai la mettre à disposition. Et comme la visio a été enregistrée, je la diffuserai également. Frédéric, si tu veux faire un mot de la fin.
Alors, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, je ne me permettrai pas. Non, je voulais juste quand même rappeler que c'est loin d'être simple, qu'on est loin d'être sorti de la ornière, de l'ornière, et Biolay pourrait être en péril. Je tire une petite sonnette d'alarme. Avec ces déconversions qu'on a pu avoir ces derniers temps, ces cessations d'activité, en fait, on a une structure où l'on collecte un petit peu partout sur le territoire et dans des coins où plus aucun collecteur ne va. Et ça nous amène des coûts qui explosent. Et que si les pouvoirs publics à très court terme ne prennent pas des mesures pour l'aménagement du territoire pour faire en sorte qu'il y ait de l'élevage partout sur l'ensemble de nos territoires, eh bien, il se pourrait, je mets ça au conditionnel, que dans certaines parties, il n'y ait plus de collecteurs. Qu'il n'y ait plus de collecteurs. Et il y aura peut-être des choix à faire. Si on veut que la structure continue à vivre, il y aura peut-être des choix à faire. On va éviter que ce soit le mot de la fin, Ah, même mais c'est si c'est sûr, important de passer le message. mais je pense que c'est important de l'appeler. Il y a effectivement des élections municipales bientôt et c'est bien de le rappeler aussi. Très bien. Bah, écoutez, je pense que du coup, nous avons fait le tour. J'espère que ça a répondu en tout cas aux interrogations que vous pouviez avoir au niveau des filières. Pour ceux qui ont des questionnements, des projets de conversion, vraiment, je vous invite à vous rapprocher soit du en Grand Est ou de la Chambre pour qu'on vienne vous voir. Appelez-nous, il n'y a vraiment aucun souci. On est là pour vous accompagner, répondre à vos questions et surtout aussi vous mettre en relation avec d'autres producteurs. Et les opérateurs des filières pour voilà, répondre à vos interrogations. Parce que comme ça a été dit, et je pense que c'est le message quand même positif qu'on peut redire au niveau des filières, on va avoir besoin de nouvelles conversions pour répondre aux besoins et avoir une dynamique. Donc, on est là pour vous accompagner et on reste là aussi pour accompagner les producteurs en place aujourd'hui et faire que ça se passe au mieux sur les fermes. Bah, écoutez, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, il reste encore quelques rendez-vous pour le mois de la bio.